Bonjour, nous allons parler des traumatismes crâniens de l'enfant. Donc, vous voyez sur cette photo toute une famille qui est bien partie pour une série de traumatismes crâniens gravissimes. Alors, on va d'abord détailler la physiopathologie, ensuite les différentes lésions de façon systématique. Le traumatisme crânien bénin, qui est une circonstance, le pain quotidien des urgences. Les traumatismes obstétricaux, qui sont un sujet mal connu. Les traumatismes crâniens par maltraitance, qui sont vraiment un des éléments phares de cette pathologie. On va parler de la prise en charge médico-chirurgicale en réa et la prise en charge médico-psychosociale qui est toujours en arrière-plan dans la traumatologie crânienne de l'enfant. Alors, les particularités anatomopathologiques et physiopathologiques du nourrisson, c'est marqué par l'importance du volume de la tête par rapport au corps, donc qui va donc avoir son incidence dans son UEB secoué, les whiplash injury, mais aussi dans les pertes sanguines, car un saignement du scalp va entraîner une déperdition sanguine majeure ou même un hématome intracrânien. À titre d'exemple, la masse sanguine d'un nouveau-né, c'est de 250 millilitres, 1 demi-litre à 3 mois. Donc, comme vous le savez bien, c'est vite bu. Ensuite, les caractéristiques mécaniques des tissus, c'est caractérisé par leur souplesse, y compris de l'os. Donc, si l'os est impacté, il va pouvoir y avoir une contusion cérébrale sous-jacente, donc une contusion directe et non pas par contre-coup. Et puis, le crâne, il n'est pas fermé, c'est-à-dire que le volume crânien qui est considéré comme une constante chez l'adulte avec un zero-sum game, comme disent les anglo-saxons, en fait, chez le nourrisson, il va pouvoir augmenter de volume en fonction de son contenu. Donc, il va s'adapter. Et donc, c'est marqué également, en particulier chez le nouveau-né, dont le crâne est particulièrement élastique. Donc, ça va expliquer un petit peu la présentation clinique des hématomes sous-duraux. Également, la croissance crânienne va être responsable d'une entité particulière à l'enfant qui est la fracture évolutive. Alors, l'hypertension intracrânienne, en cas de traumatisme, elle va s'exercer de façon inégale, c'est-à-dire qu'il y a des compartiments anatomiques intracrâniens qui sont séparés par des structures, par des loges ostéodurales. Vous voyez sur ce trois quarts la faute du cerveau et la tente du cervelet qui vont délimiter la cavité hémisphérique et la fosse postérieure. La fosse postérieure, elle est délimitée par la tente au-dessus et par des structures osseuses tout autour, donc c'est un volume qui est limité. La faute du cerveau, elle va séparer en deux la cavité hémisphérique. Et s'il y a un endroit où la pression augmente, il va y avoir un gradient qui va provoquer un engagement. Donc le plus souvent, c'est vers le bas, mais ça peut être vers le haut quand il y a une lésion de la fosse postérieure et qu'on draine les ventricules. En tout cas, ce gradient, il risque d'être aggravé par une ponction lombaire. Donc la ponction lombaire, ça peut être quelque chose d'extrêmement important, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens, puisqu'elle va améliorer la pression quand tout communique, alors qu'au contraire, elle va aggraver l'engagement quand il y a un gradient. Donc l'hypertension intracrânienne, c'est important de se remettre en tête la courbe de Starling, avec Starling qui injectait du liquide en lombaire à des rats qui mesuraient la pression intracrânienne. Et il y a des mécanismes de compensation, des mécanismes de tampon qui s'exercent pendant un certain temps jusqu'à ce que ces mécanismes soient dépassés. Et on a une rupture de la courbe de pression pour un delta V toujours le même, on va avoir un delta P beaucoup plus important. Et donc, s'il y a augmentation d'un des compartiments, c'est au dépend d'un autre et d'une augmentation de pression. Donc, si on considère le compartiment cellulaire, eh bien, dans une lésion traumatique, ça peut être un caillot qui va augmenter ce compartiment cellulaire, et également l'œdème cytotoxique, les cellules sont plus grosses. Il peut y avoir un compartiment interstitiel qui est augmenté en cas d'œdème inflammatoire. Le compartiment liquidien, il est augmenté bien sûr en cas d'hydrocéphalie, mais aussi d'hématome sous-dural, de pseudotumeurs cérébri. Et le compartiment vasculaire, il va être augmenté en cas d'œdème vasogénique et en particulier en post-critique. Et donc, on va pouvoir avoir une combinaison de ces différents facteurs. Ça, c'est une courbe de pression intracrânienne et vous voyez que la chute de la courbe, ça correspond à une ponction lombaire qui a permis de diminuer le volume liquidien et donc on a ramené la pression d'un endroit très dangereux de cette courbe de volume-pression vers un endroit qui est beaucoup plus confortable pour le cerveau.
Donc le rôle du LCR, il est vraiment fondamental. C'est important d'en prendre conscience, notamment dans l'apparition d'un hématome sous-dural. Ici, c'est un enfant qui a eu un AVP, c'est son scanner 4 heures après le trauma. Et on voit qu'au bout de quelques jours, on a un épanchement qui s'est constitué autour du cerveau, qui est constitué de LCS. Vous voyez qu'il y a un petit peu de sang dans la scission interhémisphérique, mais qu'il y a surtout du LCS en périphérie. Et quand on voit quelques jours plus tard, cet épanchement est devenu volumineux, il est sous pression, ça nécessite un drainage. Donc ça correspond à l'accumulation de liquide cérébrospinal en quelques jours. C'est la base physiopathologique de la constitution de l'hématome sous-dural du nourrisson, qui n'est ni un hématome sous-dural aigu, ni un hématome sous-dural chronique. Donc c'est un épanchement qui va se constituer entre la dure mère et la couche externe de l'arachnoïde. Ce liquide, il n'est pas forcément visible. Ici, c'est un enfant qui a été battu, on a son scanner à l'admission, il y a un hématome sous-dural aigu qui n'est pas très gros, il n'y a pas d'effet de masse, mais on a mesuré la pression qui est à 41 mm de mercure, donc très élevé. On refait un scanner, en fait, l'hématome n'a pas augmenté, il a même disparu. Par contre, on voit des lésions ischémiques qui sont apparues ici et ici. En fait, ça correspond à une expansion des espaces arachnoïdiens et ça entraîne, donc c'est l'équivalent d'une pseudotumore cérébrale. Et ça va entraîner une HTIC majeure et on voit 15 jours après qu'on a des lésions ischémiques qui sont typiquement des lésions de bas débit, qui sont liées à la pression intracrânienne qui entraîne une diminution de la perfusion cérébrale. Donc il y a une ischémie cérébrale liée à l'HTIC qui est équivalente à la pseudotumore cérébrale en quelques jours, en quelques heures même. Alors, le rôle de l'ischémie cérébrale, il est très important en cas d'hypotension, d'hypoxémie, bien évidemment, mais également en cas d'HTIC, puisque ça va entraîner une chute de la pression de perfusion cérébrale. Cette chute, elle est contrebalancée par le réflexe de Cushing, qui correspond à une hypertension artérielle réflexe qui traduit l'hypertension intracrânienne. Il peut également y avoir un vasospasme qui va entraîner un rétrécissement des vaisseaux, mais également un dysfonctionnement des canaux calciques au niveau des mitochondries, donc un problème d'utilisation de l'oxygène en plus. Et puis les lésions associées comme les axos, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, les lésions rachidiennes, si l'enfant est tétraplégique, évidemment, il ne respire pas. Et ça va aboutir, tous ces phénomènes qui vont conspirer à entraîner une ischémie cérébrale, ça va aboutir au Big Black Brain, qui est un cerveau ischémique. Ce ne sont pas des lésions traumatiques. Quand on fait l'autopsie, il n'y a pas de cisaillement de la substance blanche. Donc on a ce mécanisme de malaise, apnée, hypoxémie et puis de convulsion également qui va augmenter le métabolisme et donc la demande en oxygène et en même temps l'excytotoxicité qui va relarguer des substances toxiques qui vont qui va aggraver les crises. Et voilà un petit peu ce Big Black Brain qu'on voit avec un hématome sous-dural qui est relativement volumineux, mais il y a surtout une ischémie cérébrale majeure. Et quand on voit l'autopsie, l'hématome a quasiment disparu, il a été expulsé de la boîte crânienne. Et puis on voit au niveau médulaire, à l'IRM, qu'on a une lésion médulaire gravissime avec, à l'autopsie, quasiment une rupture de la jonction médulaire qui explique qu'il y a, entre autres, un problème ventilatoire. Donc il y a cette spirale infernale qui peut se mettre en place avec des lésions cérébrales, contusions, cisaillements, ischémie et hématomes. Ça entraîne donc des troubles de la vigilance, une hypoventilation. Ça peut entraîner également une commissalité avec un état de mal, un œdème post-critique, un déficit post-critique, une hypoventilation. Ça peut entraîner un engagement qui va lui-même être la cause d'une ischémie avec une coudure des vaisseaux cérébraux, des lésions du tronc cérébral, des gaspes. Donc tout ça, on a ces phénomènes, cette espèce de cercle vicieux qui se met en place, qu'il faut essayer de rompre pour empêcher cet enfant de mourir. Donc si on se résume, on a le traumatisme initial qui peut entraîner un saignement méningé, un décollement de la membrane arachnoïdienne et un trauma cérébral. Le saignement méningé, ça peut être un hématome sous-dural ou une hémorragie rétinienne. Le clivage de la membrane arachnoïdienne, ça va entraîner une accumulation sous-durale de liquide cérébrospinal qui est bloqué par l'hémorragie. Et tout ça, ça va contribuer à une hypertension intracrânienne. Le traumatisme cérébral, ça peut entraîner une commissalité, des troubles de vigilance. Il peut également y avoir un trauma rachidien avec une tétraplégie. Ça va entraîner un trouble respiratoire, une hypoxémie. Donc HTIC et hypoxémie, ça contribue à une souffrance neuronale qui va entraîner la mort ou des séquelles neurologiques. Et donc, le côté rouge, c'est le côté sur lequel le chirurgien peut agir. Le reste, c'est le réanimateur. Vous voyez qu'on a ces deux anges qui se donnent la main pour sauvegarder le devenir de cet enfant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ange de la prévention, ce serait certainement le plus puissant.
Alors, pour résumer ces différentes collections péricérébrales, on a l'hématome sous-dural aigu. Là, c'est un gros caillot qui comprime le cerveau. C'est rare, hein. L'hématome sous-dural, le plus souvent, ça correspond à un décollement de la membrane arachnoïdienne avec un liquide hémorragique qui va s'accumuler entre l'arachnoïde et la dure mère. Et puis, on a du liquide sous-arachnoïdien qui peut être sous pression également. On a l'hématome sous-dural chronique qui correspond à des membranes qui se sont constituées, qui vont ressaigner, donc un épanchement qui va comprimer aussi le cerveau dû à un saignement un peu chronique par des néo-vaisseaux fragiles qui vont saigner. L'arachnoïdomégalie, c'est un terme qu'il faudrait utiliser plutôt que de parler d'hydrocéphalie externe, qui est un terme qui est très vague et très ambigu. Donc, on a une expansion des espaces arachnoïdiens, et ça va être rempli d'un liquide cérébrospinal qui est normal, il n'y a pas de sang. Et puis, la pseudotumore cérébri, ça correspond donc à du liquide qui est sous pression dans les espaces de Virchow urbain et qui peuvent survenir après un traumatisme crânien en quelques heures ou quelques jours, comme je l'ai montré. Voilà, donc maintenant, les collections péricérébrales du nourrisson, donc on a le traumatisme, comme je l'ai dit, clivage de l'arachnoïde et saignement méningé, ça peut entraîner un saignement aigu, hématome sous-dural aigu. Un blocage de l'absorption du liquide cérébrospinal, ça entraîne la présence de liquide cérébrospinal hémorragique dans l'espace sous-dural. Ça peut être mixte, à la fois sous-dural et sous-arachnoïdien, ou bien ça peut être purement sous-arachnoïdien. Et puis parfois, on a le liquide qui n'est pas visible parce qu'il est dans le parenchyme, mais il est présent. Donc le premier, ça se traite par une craniotomie. Les deux suivants, ça se traite par une ponction sous-durale ou un drainage. Et puis les deux suivants, ça peut se traiter par la ponction ovaire. La ponction peut être vraiment très efficace dans ces cas-là. On va passer en revue les différentes lésions traumatiques. Donc, on a des lésions au point d'impact. Donc, ça, je mets ça en premier parce que c'est ce qui peut passer inaperçu ou qui peut être négligé dans les observations des urgences, qui est pourtant très important. C'est pourtant très important parce que ça a une importance médico-légale. Quand il y a absence d'impact, il faut que ça soit noté parce que ça peut être en faveur d'un traumatisme par secouement. À l'inverse, quand il y a des signes d'impact, ça a une valeur médico-légale, surtout s'il n'y a pas d'histoire traumatique. Les lésions, elles sont parfois minimes, ça peut être trompeur, notamment les lésions pénétrantes, on va le voir dans un instant. Et puis, ces lésions, elles orientent vers les lésions intracrâniennes. Quand il y a un hématome sous périosté, ça oriente vers une fracture de la voûte, parfois vers un hématome extradural, ou vers une fracture de la base, quand il y a des yeux de raton laveur ou des hématomes en lorgnette, ou bien le signe de Battle avec un soulèvement de l'oreille, comme chez ce petit enfant en bas à droite, qui par ailleurs avait une paralysie faciale liée à sa fracture du rocher. Et puis en soi, ça peut être grave. Quand on a un hématome sous-galéal, l'espace sous-galéal, il n'y a aucune limite anatomique, et donc chez ce nouveau-né, il y a une masse sanguine dans cet hématome. Donc en soi, c'est une coagulation sanguine majeure, il peut y avoir une CVD. Et puis ces hématomes, ils peuvent être révélateurs d'une coagulopathie sous-jacente, notamment d'une hémophilie ou d'un syndrome de Villeprand. Alors la bosse sous-cutanée, comme je l'ai dit, elle peut être sous-périostée, elle est limitée par les sutures. Vous voyez ici cet hématome qui va jusqu'à la suture pariétale et qui est associé à un hématome extradural. Et puis, quand c'est un hématome sous-galéal, là, il n'y a aucune limite, ça va se diffuser à toute la convexité. Donc, ça représente un saignement massif. Ça témoigne d'un impact, comme j'ai dit, et ça a une valeur médico-légale. Et puis, donc, c'est très souvent une indication de scanner, d'autant plus que l'enfant est petit. Sous une bosse, il faut penser qu'il peut y avoir une embarrure. Et puis, s'il y a un hématome extradural, souvent, il est en vis-à-vis de l'hématome sous-cutané, ce qui permet de repérer d'un repérage pour la chirurgie. Là, c'est un cas particulier d'un céphalématome chez un enfant qui avait une scaphocéphalie. Et là, le céphalématome n'était pas limité par la limitiane puisque la dure-mère n'était pas adhérente. Le périos n'était pas adhérent. Les fractures de la base du crâne, donc j'ai parlé des ecchymoses en lorgnette, de l'ecchymose mastéoïdienne. Il peut y avoir une rhinorrhée, comme on le voit ici, chez cet enfant qui coule du LCA par le nez, qui est une rhinorrhée claire, positionnelle, dans laquelle on peut mettre en évidence du glucose. C'est un moyen très facile de l'affirmer, sauf que le liquide peut être hémorragique. Donc si le liquide est hémorragique, là on peut être aidé par la bêta-2 transférine, quand on peut prélever suffisamment de liquide pour l'envoyer au labo. Il peut y avoir, donc, dans les fractures de la base du crâne, il peut y avoir une atteinte des placotes sensorielles, l'olfaction, la vision, l'audition, qui sont situées au niveau de la base, mais également d'autres nerfs crâniens, comme les nerfs oculomoteurs, le 7, oui, c'est un enfant qui a une paralysie faciale droite, et puis un trauma des vaisseaux, notamment des dissections au niveau de la carotide interne, comme on le voit ici.
L'embarrure, c'est une fracture qui est enfoncée, donc qui peut être masquée par une bosse stérosanguine ou qui peut être révélée par une plaie. Souvent, elle n'est pas palpable initialement, donc, à cause de l'œdème. L'examen neurologique, en règle générale, il est normal, sauf si on a une embarrure juste en regard de la région rolandique. Donc, on opère pour redonner une forme crânienne convenable, bien sûr, aussi pour décomprimer le cerveau quand c'est une embarrure importante, et puis parce qu'on estime qu'il y a un risque épileptogène. La brèche océodurale, là, on a une fracture avec en dessous une ouverture de la dure mère. Ça survient surtout chez le nourrisson et ça témoigne d'un impact violent comme d'un AVP, une défenestration et en particulier une chute dans l'escalier. Ça, c'est assez typiquement le parent qui a l'enfant dans les bras, qui chute dans l'escalier et l'enfant qui va s'éclater la tête sur une démarche. Donc, c'est très violent. Et ça donne des contusions qui sont relativement bien tolérées parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, le gonflement cérébral, il se fait vers l'extérieur. On a une déchirure de la dure mère. C'est quelque chose qui n'a aucune tendance à se fermer spontanément à partir du moment où la dure mère est ouverte, et donc ça va nécessiter une intervention pour restaurer les enveloppes crâniennes une fois que la phase d'œdème est passée. Et donc ça nécessite ici, on a fait une plastie de la dure mère par du périoste et on a réparé la voûte avec des sutures chez un bébé. Les plaies pénétrantes, elles peuvent être trompeuses parce que la plaie peut être minime. Ici, c'est une personne qui a reçu un couteau de cuisine, qui était rentré en région temporale. Parfois, la plaie, elle peut être au niveau de la narine. Donc, on a juste une épistaxis, alors qu'ici, en fait, on avait une branche de tuya qui avait été pénétrée par le nez et qui avait fait une ouverture de la base du crâne. Ici, on voit qu'il y a une bulle d'air juste en regard des artères péricalleuses, donc c'est quand même possiblement un traumatisme vasculaire. Et donc, ça illustre l'importance du récit de la chute. C'est un enfant qui tombe alors qu'il était en train de jouer dans la maison avec un couteau à la main, ça s'est vu, ou avec un crayon, et c'est rentré dans le nez. Au niveau de l'œil aussi, on peut avoir une plaie qui peut paraître anodine. Et puis, il peut y avoir, ici, c'est un enfant qui avait été mordu par un chien avec une plaie. On va en reparler. L'hématome extradural, maintenant, c'est souvent qu'il y a eu une fracture, c'est un saignement des enveloppes crâniennes, soit l'os, soit la dure mère. Ça peut être un saignement artériel ou un saignement veineux. Donc, c'est typiquement l'hématome qui est en forme de lentille biconvexe, qui est associé à un hématome sous-cutané. Ici, sur cette autopsie, on voit que la dure mère est décollée d'un côté à l'autre de l'hématome et que la convexité de la dure mère est inversée. Donc, on a une lentille biconvexe. En fait, quand l'hématome n'est pas très gros, on a une lentille qui est concave. Et parfois, on a des comptes rendus radiologiques qui nous parlent d'hématome sous-dural, alors que manifestement, c'est un hématome extradural. Donc, on a la présentation clinique, elle est liée à la compression cérébrale qui survient secondairement. C'est pourquoi on a un intervalle libre. On peut avoir un traumatisme crânien avec ou sans perte de connaissance, et qui, suivi d'un intervalle où l'enfant va parfaitement bien, et secondairement, au bout de quelques heures, parfois un jour, il va s'aggraver avec céphalée, vomissement, somnolence, un tableau d'HTIC qu'il faut prendre en charge rapidement. Donc, parfois, le diagnostic il est fait tardivement devant un céphalématome secondaire qui correspond en fait à l'évacuation de cet hématome. Mais un hématome volumineux, il faut l'opérer, c'est la grande urgence. On fait un volet crânien, on va être en contact avec cet hématome. Une fois qu'on l'a évacué, on fait l'hémostase de l'artère méningée moyenne, comme dans les livres. Bon, ce n'est pas toujours comme dans les livres. L'hématome sous-dural aigu, lui, donc, c'est un saignement du cerveau ou des veines corticodurales. Souvent, c'est contralatéral au point d'impact. Ici, vous voyez, sur cette coupe autopsique, on a cet hématome qui est en lentille concave, parce qu'en fait, c'est toute la surface du cerveau qui est refoulée. Là, il n'y a pas de limite anatomique pour l'extension de cet hématome, contrairement à l'hématome extradural. Donc, quand on ouvre la dure mère, on a nos caillots, on a le cortex en dessous. Et donc, on a un cerveau qui est d'emblée lésé parce que c'est le cerveau qui saigne. Et donc, on a un intervalle libre qui est beaucoup plus, qui n'est pas aussi pur que dans l'hématome extradural. On a un patient qui est d'emblée somnolent ou qui est comateux qui va ensuite s'aggraver. Et on a un pronostic qui est donc plus réservé que dans l'hématome extradural. Donc ici, vous voyez, ce bébé qu'on opère d'un hématome sous-dural, on incise la dure mère et dès l'incision, on a du sérum qui va jaillir. Ici, on a des caillots qui commencent à apparaître également. Donc, on a un hématome qui est hétérogène, qui est une partie hyperdense, une partie hypodense. Ça traduit un saignement suraigu. Les lésions, les contusions cérébrales, maintenant, on peut avoir des contusions cérébrales focales qui sont liées à l'impact et non pas par contre-coup comme ce qu'on voit chez l'enfant plus grand.
Quand le crâne est déformé, on a une contusion qui peut être ici, comme ici, en pleine région rholandique. Ici, vous voyez le sillon central. Donc, c'est des lésions qui peuvent entraîner d'emblée un déficit, qui en plus siègent dans une région qui est épileptogène, donc il y a un risque de convulsion dans ces lésions. Et puis, il y a des lésions très particulières aux jeunes nourrissons et aux nouveau-nés en particulier, c'est la délamination du cortex, avec ce cortex qui va être dévascularisé parce que la pimère est arrachée. Et donc, ça, c'est des lésions qu'on voit dans le sang du bébé secoué. On voit des lésions au niveau fronto-basal des deux côtés. Alors, ça peut être épileptogène, ça peut entraîner des conséquences développementales, et c'est assez particulier au nouveau-né. Maintenant, le traumatisme crânien, il s'insère souvent dans le cadre d'un polytraumatisme. Il peut y avoir des axos, des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, avec une lésion thoracique, une lésion abdominale, des pertes sanguines, une hypothermie, une hyperglycémie. Ça, l'hypothermie et l'hyperglycémie, ce sont des signes de mauvais pronostic, notamment dans le sang du bébé secoué. Et puis, il peut y avoir des traumatismes du rachis, qui surviennent dans 5 à 10% des traumatismes crâniens graves. Il y a certains mécanismes qui vont favoriser ces lésions traumatiques, notamment quand il y a une éjection d'un véhicule, une projection, une défenestration. Et parfois, on a un patient qui arrive en coma dépassé, comme ici, avec une instabilité crânio-cervicale due à l'éjection de la voiture. Donc, il faut y penser systématiquement quand le patient est comateux. On fait un bilan rachidien complet, systématique, c'est-à-dire que l'enfant il reste sur sa coquille jusqu'à ce qu'il ait eu son scanner crânio-thoraco-abdominal. Et puis, c'est seulement quand on a estimé que le scanner est normal qu'on peut enlever la coquille et la mine. Le traumatisme crânien bénin. Donc ça, c'est une entité qui est fréquente, qui est banale, et qui est tellement banale qu'on risque de négliger des choses comme l'hématome extradural. Donc, il faut être systématique, il faut être rigoureux et vigilant. Donc la définition, c'est un traumatisme où il n'y a pas de signe neurologique, pas de trouble de vigilance, pas d'effraction des enveloppes, et qui justifie une surveillance parce qu'il y a un risque d'aggravation secondaire, notamment d'hématome extradural. Ça peut être motivé également par des lésions associées, et puis par le contexte médico-social s'il y a un doute sur une éventuelle maltraitance ou une négligence. Donc il faut toujours penser qu'un train peut en cacher un autre. La commotion cérébrale, c'est le TC-PC avec souvent amnésie post-traumatique. Donc, le patient, il a souvent des céphalées, des vomissements, qui traduisent un saignement méningé à minima. Donc, si on lui faisait une ponction lombaire, on pourrait voir un petit peu de saignement méningé. Ça peut entraîner parfois une crise convulsive, avec parfois un déficit post-critique, une confusion. Donc, dans ces cas-là, le diagnostic différentiel, évidemment, c'est l'extradural. Le scan est normal. Le patient évolue sans séquelles et il ne refait pas de crise. Donc, ça n'est pas une épilepsie, c'est une crise convulsive post-traumatique. Il peut y avoir une cécité corticale transitoire. Ça peut donner un tableau clinique assez impressionnant avec un enfant qui ne voit rien, qui est extrêmement angoissé. C'est temporaire, tellement temporaire qu'on peut passer à côté. Et c'est souvent dû à un impact postérieur. Typiquement, c'est un enfant qui tombe dans la cour de récréation avec un impact occipital et puis qui arrive aux urgences. Il évolue très bien. On voit qu'à l'EEG, il y a une perturbation dans les régions occipitales. Scanner normal, pas de séquelles. Et puis, la commotion, ça peut être une cause de troubles du comportement qui sont fugaces et qui ne doivent pas inquiéter. Ça reste un traumatisme crânien bénin. Alors, la crise convulsive post-commotionnelle chez le grand, donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très bénin. Il faut éviter d'intuber le patient. Et en règle, c'est une crise unique. C'est à mettre en opposition avec les convulsions post-traumatiques chez les jeunes nourrissons, en particulier chez le bébé secoué, qui va être grave du fait de l'immaturité cérébrale, parce que le cerveau n'est pas myélinisé, il n'est pas protégé contre l'auto-aggravation due à l'excitotoxicité. Donc, c'est une crise qui en entraîne une autre, qui entraîne une souffrance cérébrale. En tout cas, un enfant de moins de 3 mois qui fait une crise, on va le prendre en charge comme un état de mal convulsif et il doit être pris en charge en réanimation parce que la clinique et même l'EEG sous-estiment le risque de récidive. Donc, c'est une grande urgence thérapeutique. Il faut la réanimation, l'intubation, le NESDO. On doit avoir une escalade qui est rapide et réactive. Ça, c'est un enfant de 2 mois qui avait été secoué, qui avait présenté des crises répétées. Ça, c'est son scanner à 12 heures du trauma. Et ça, c'est son scanner à J20 du trauma avec une atrophie cérébrale gravissime et des séquelles majeures. La plaie du scalp
Est-ce que c'est un trauma crânien bénin? Ça dépend de l'importance de la plaie, parce qu'une plaie importante, ça peut entraîner une hémorragie avec un risque de choc hémorragique. Je vous rappelle la masse sanguine d'un nouveau-né et d'un enfant de 3 mois. Il faut toujours penser qu'il y a des lésions cérébrales sous-jacentes. Ici, c'est un enfant qui était passé sous la tondeuse à gazon de son papa, et puis vous voyez qu'il y a des lésions du scalp, mais il y a également une lésion crânienne, donc ça n'est plus un traumatisme bénin. Et puis, il peut y avoir un traumatisme il peut y avoir une plaie souillée, et puis une contamination par un sepsis. Ça, c'est un enfant qui a un scanner qui a été fait en fait quand il est revenu 1 mois après la morsure de chien avec un abcès cérébral gravissime, dont il a failli mourir. Et en fait, c'est un scanner qui aurait dû être fait à la phase aiguë. Il y a une perte de chance. En fait, le chien, c'était le dog allemand de la grand-mère, et vous voyez la taille de la tête, la gueule d'un dog allemand par rapport à celle d'un enfant. Alors, quand est-ce qu'on fait un contrôle scanographique pour un traumatisme crânien bénin? Quand on a un hématome extradural, c'est prudent de faire le contrôle à 6 heures pour vérifier que l'hématome n'a pas grossi, parce que si l'hématome a grossi, vous voyez, c'est l'urgence chirurgicale. À l'inverse, quand on a un hématome qui n'est pas négligeable comme celui-là, ça c'est un bébé qui était tombé dans l'escalier avec un trotteur, c'est quand même un hématome assez important. L'enfant allait parfaitement bien, on a refait un scanner et l'hématome avait déjà en grande partie régressé en 3 heures de temps, c'est pas très bien comment ni pourquoi, et le lendemain ça avait quasiment disparu. Donc dans des indications limites, on va recontrôler l'imagerie, et on n'a pas le choix, on ne peut pas faire l'économie de ces scanners. Parce que chez celui-là, on a évité de l'opérer, ce qui est une très bonne chose pour lui comme pour le chirurgien. Alors, la règle des 6 heures pour l'hématome extradural, c'est sûr que c'est un moyen terme entre la nécessité de la sécurité de l'enfant, et puis on ne peut pas garder indéfiniment un enfant aux urgences. Ça, c'était pour montrer un petit peu le délai de chirurgie pour les hématomes extraduraux chez les enfants. Donc la grande majorité, ils ont été opérés le jour même du trauma, mais un bon nombre à 24 heures du trauma, et puis encore quelques-uns à J2, J3, etc. Et même plus que J7. Alors évidemment, on ne va pas garder ces enfants plus d'une semaine pour la surveillance. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de délai de sécurité absolu. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant qui rentre chez lui, il faut qu'il y ait une information qui ait été donnée de façon très rigoureuse aux parents, que les parents vont le surveiller à la maison, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout de suite le mettre dans son lit pour sortir pour aller au resto, et qu'il soit bien conscient que le moindre symptôme, il faut qu'il le ramène. Alors, quand est-ce qu'on va s'inquiéter devant un traumatisme crânien bénin? Quand c'est un mécanisme minime, une hauteur inférieure à celle de l'enfant, donc globalement, c'est le plus souvent rassurant, bien qu'on peut quand même se faire un extradural en tombant de sa hauteur. Il faut s'inquiéter quand c'est un traumatisme à haute énergie, un traumatisme pénétrant, possibilité de maltraitance. Il faut penser que la perte de connaissance et le trauma crânien peut être secondaire à une chute par une perte de connaissance. Donc, il faut quand même se poser la question. Les troubles de vigilance, il faut, quand il y a une perte de connaissance brève ou un malaise vagal, c'est rassurant, alors que quand le patient est d'emblée comateux, et surtout s'il y a une somnolence croissante, là, on va s'inquiéter. Les signes neurologiques, évidemment, s'il y a un syndrome pyramidal dû à une IMC préexistante, ça va nous rassurer, mais quel que soit le signe neurologique, en général, on va s'inquiéter. Quand il y a des signes d'impact avec une bosse banale ou une épistaxis, on est rassuré, alors que quand on a une ecchymose de la base du crâne ou une plaie pénétrante, on va plus s'inquiéter. Et puis en fonction de l'entourage, si on a un entourage fiable, on sera rassuré, alors que si l'entourage est négligent ou suspect, ça peut justifier une hospitalisation. On va parler maintenant des traumatismes obstétricaux, qui sont une particularité de l'espèce humaine. On peut parler de la malédiction d'Ève, qui est condamnée à accoucher dans la douleur, si on veut. En tout cas, c'est lié au fait que le bébé humain, il naît avec une grosse tête, et puis le bassin maternel, il est fermé, ça c'est lié à la bipédie. Alors, parler de naissance non traumatique, ça peut être un non-sens, parce que la naissance, c'est un épisode de violence, c'est un moment très dangereux de la vie, mais c'est un passage obligé, évidemment. Donc, ça entraîne une compression antéro-postérieure, donc avec un raccourcissement du crâne. L'occipital et le frontal vont se rapprocher, le pariétal va s'exbarrer. Et puis, il peut y avoir un traumatisme mécanique dû à une naissance instrumentale avec une traction sur les os pariétaux.
Donc, ça va entraîner un peu la même chose, c'est-à-dire que le frontal et le pariétal vont se rapprocher. Donc, il y a un stress mécanique. Et puis, si on a une naissance instrumentale, c'est parce qu'il y a également un stress métabolique avec un risque d'anoxie cérébrale. Donc, la traction axiale, elle est due à l'application de forceps, de ventouses. Les os pariétaux, ils sont soulevés, ils ont une forme trapézoïdale. On a l'impression qu'ils sont faits pour ça, en fait, hein, ce qui va permettre d'adapter la forme crânienne au moment de la naissance. Et on a un aspect de pseudo-embarrure occipitale. Cette déformabilité du crâne, elle est limitée par le dièdre falcotentoriel qui a un rôle de haubanage interne de la voûte crânienne qui va permettre de limiter les déformations. Et en cas de traumatisme, il peut y avoir une déchirure de la tente du cervelet avec un hématome intracrânien. Alors, les sutures crâniennes, elles sont souples. Hein. Vous voyez ce bébé à la naissance qui a son os pariétal qui peut bouger, notamment qu'il n'y a pas de fusion de la suture. A contrario, on sait que les craniocénoses vont favoriser les lésions traumatiques de la naissance. Hein, il y a à peu près 30% de césariennes hein, dans les trigonocéphalies et dans les scaphocéphalies. Et puis, on sait qu'il y a des sutures comme la suture métopique, qui elle est présente à la naissance, elle va se fermer spontanément entre 4 et 9 mois. Et puis, il y a d'autres sutures temporaires à l'arrière du crâne. Et puis, à la naissance, il y a des sutures accessoires qu'il ne faut pas prendre pour des fractures. Les replis duraux, donc comme je l'ai dit, ils vont absorber les contraintes et ça va limiter le déplacement du crâne, sinon le cerveau serait complètement écrasé. Et en fait, on peut penser que c'est le seul rôle du dièdre falcotentoriel, c'est de protéger le cerveau au moment de la naissance, puisque dans les traumatismes de naissance, c'est la seule circonstance où on peut rencontrer des lésions traumatiques de la voûte crânienne, comme ici sur cette autopsie, sur cette horrible image autopsique. Et puis donc, typiquement, ça donne des saignements au niveau de la convexité et de la base à proximité de la tente du cervelet. Donc la présentation clinique des traumatismes crâniens de la naissance, elle est aspécifique. Le bébé il est douloureux, il bradycarde, il y a des apnées. C'est souvent retardé, souvent entre 12 et 24 heures après la naissance. Il peut y avoir des crises qui sont liées à des lésions parenchymateuses qui peuvent être étendues, comme ici. Donc, on peut être vraiment surpris de l'étendue des lésions quand on fait le scanner. Et puis, il y a un saignement qui peut entraîner une spoliation sanguine. Vous voyez ce même bébé qui a un tableau de choc avec un tout petit cœur. Et le PC, il est augmenté par l'hématome surcutané. Donc là, c'est l'hématome sous-galéal, j'ai déjà présenté. Donc, il faut se dire qu'il y a une masse sanguine dans cet hématome sous-cutané. Donc, c'est un problème de réanimation d'emblée. L'hématome extradural, il est peu fréquent, il est limité par les sutures, donc c'est rare qu'il soit volumineux. Malgré tout, ça peut nécessiter une évacuation par une ponction percutanée. C'est exceptionnel qu'on soit obligé de faire une craniotomie à cet âge-là. L'hématome sous-dural, comme je l'ai dit, il est souvent lié à une naissance instrumentale et avec un saignement qui est de part et d'autre de la tente du cervelet ou à la convexité. Chez un garçon, ça peut être révélateur d'une hémophilie, il faut y penser. Et la clinique, comme j'ai dit, c'est avec un intervalle libre et une présentation très aspécifique. On va parler maintenant du bébé secoué et du bébé battu. La définition du syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance grave avec des lésions traumatiques intracrâniennes. C'est dû à un secouement violent. Hein. Les maltraitants, ils disent que l'enfant, ils l'ont secoué comme un prunier. Hein. C'est leur mot. Donc, on a un hématome sous-dural. On a un œdème cérébral qui est un élément de gravité majeur et des hémorragies rétiniennes. C'est ça le syndrome du bébé secoué. Mais l'œdème cérébral, fort heureusement, il est souvent absent. Et ce qui est également caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'impact dans la majorité des cas. Alors, c'est une cause importante de traumatisme crânien. Ça correspond à 25% des traumas crâniens du nourrisson dans notre série. C'est une cause importante de morbidité et de mortalité. On n'a que 10% de mortalité, ce qui est plutôt plus faible par rapport à ce qu'on voit dans la littérature, mais c'est probablement parce qu'on a un diagnostic qui est très systématique. Et on voit que ça vient très loin avant les autres causes de mortalité traumatique chez le nourrisson. Ça correspond à peu près 3/4 des morts traumatiques. Et le devenir, il est quand même souvent favorable. Malgré tout, par rapport au traumatisme accidentel, c'est beaucoup plus grave, mais globalement, on a à peu près 3/4 des enfants qui vont aller bien malgré le traumatisme par maltraitance.
Alors l'âge de survenue, la médiane, c'est 3,7 mois. Quand on voit, il y a une prédominance saisonnière, un pic au mois de novembre, d'une année sur l'autre, ça se confirme, et ça correspond à un pic des naissances qui a lieu vers le mois d'août-septembre. Voilà, il faut 2-3 mois pour que l'enfant arrive à l'âge où il va être secoué. C'est assez terrible de voir ce déterminisme. À quoi ça correspond? Eh ben, ça correspond à l'âge du maximum des pleurs de l'enfant. Ça a été mesuré, hein, ça a été quantifié, entre 20 30 minutes par jour jusqu'à 5-6 heures par jour. C'est assez intolérable pour des parents et des parents qui ne sont pas très équipés psychologiquement et socialement. Ça peut les conduire à péter les plombs. Et c'est assez convaincant quand on voit la prévalence des bébés secoués. Vraiment, le pic d'incidence, c'est autour de 2 mois. C'est exactement cette période-là où il y a le plus de bébés secoués. Et par malheur, ça correspond au moment de reprise de travail de la maman. L'histoire typique, c'est une maman qui reprend le travail, le papa qui reste à la maison parce qu'il est chômeur et qui a la garde d'un bébé et qui va péter les plombs, comme il va lui-même le dire quand il a fou. Donc, ce sont bien les pleurs du nourrisson qui conduisent au secouement. Donc, l'anapate, on a un arrachement des veines corticodurales qui n'est pas forcément facile à voir à l'autopsie. Ce saignement va entraîner un hématome sous-dural ou une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le plus souvent, ce n'est pas un très gros hématome, mais ça va entraîner une rétention de liquide cérébrospinal, donc un hématome sous-dural du nourrisson. On a des lésions encéphaliques diffuses qui sont ischémiques et non pas traumatiques. Donc, à l'autopsie, on n'a pas de cisaillement des axones, mais on a des lésions ischémiques qui est favorisé par les convulsions, par l'état de mal, et ça va donner le Big Black Brain. Et puis, ce qui est caractéristique, ce sont les hémorragies rétiniennes. Alors, c'est important que le fond d'œil soit fait par un ophtalmo qui a bien l'habitude. Ça, c'est la classification qui a été établie par Sabine de Fordelen, avec des hémorragies grade 1, des hémorragies en flamèche, qui ne sont pas spécifiques du trauma, on peut voir ça dans l'HTIC. Des hémorragies grade 2 qui sont en perle jacobine, vous voyez qu'il y a un point blanc au centre de cet hématome, qui sont traumatiques mais qui ne sont pas spécifiques de la maltraitance. On peut voir ça dans des traumas accidentels, en général des traumas violents. Hein. Et puis les hémorragies grade 3, 3A quand il y a un semi d'hémorragie jusqu'en périphérie de la rétine et 3B quand on a des bulles de décollement de la rétine. Ça, c'est typique de la maltraitance et c'est pratiquement pathognomonique. Donc, si on étudie la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative de l'ischémie cérébrale, comme j'ai dit, c'est assez inconscient, donc c'est peu sensible, par contre, c'est très spécifique. De l'hématome sous-dural, là, c'est plus sensible, mais c'est moins spécifique. Ça, on voit des hématomes sous-duraux dans des traumatismes accidentels. Les hémorragies rétiniennes sévères, là, c'est très spécifique, mais c'est moins sensible. L'absence de bosse sérosanguine, c'est très sensible et c'est assez spécifique. Donc, c'est vraiment important de noter s'il y a oui ou non des signes d'impact. Et si on combine les trois, c'est-à-dire hémorragie, hématome sous-dural, hémorragie rétinienne sévère et absence de bosse sérosanguine, là, forcément, la sensibilité va diminuer, mais là, on arrive à une spécificité et à une valeur prédictive positive de 100%, ce qui correspond à ce qu'un juge va demander. Ça, c'est publié dans un article qui était sorti il y a une dizaine d'années. Dans le diagnostic de maltraitance, il faut rechercher des lésions associées au niveau de la peau, notamment les oreilles, le périnée, hein, je vous passe sur le sordide, et les os par des radios de squelette. On va chercher des fractures qui sont déjà consolidées comme ici, ou au niveau des côtes aussi. Donc, ce qui va être caractéristique, c'est quand on a des lésions traumatiques d'âge différents. Donc, on va les voir d'après les lésions constatées, mais également l'histoire traumatique. On va voir dans le carnet de santé. Donc, si on se rend compte que l'enfant est déjà venu aux urgences il y a 2 mois, alors qu'il avait 3 mois et qu'il a une fracture du tibia, bon, un enfant qui ne marche pas, il ne doit pas avoir de fracture, il n'y a aucune raison. Et puis, donc, une discordance entre l'âge de l'enfant et le mécanisme invoqué. Hein. Donc, si on voit un hématome sous-dural et qu'on nous dit qu'il est tombé du lit, on ne se fait pas un hématome sous-dural en tombant du lit. Et donc, et puis, si c'est un enfant de 2 mois, il ne se retourne pas, il ne va pas tomber du lit. Donc, discordance entre l'âge de l'enfant et le mécanisme, entre le mécanisme et les lésions. Et puis, le contexte médico-social, donc ce n'est pas du délit de sale gueule, c'est simplement qu'on prend en compte un élément médico-social qui fait partie du dossier. Donc, le diagnostic différentiel, l'enfant il arrive aux urgences avec altération d'état général, douleur, vomissement, parfois crise. Donc, on va devoir savoir déterminer si c'est la méningite, la gastro, l'invagination, la panicite, ou si on pense à un saignement intracrânien, donc scanner. Au scanner, on va faire la différence entre un saignement spontané
ou un saignement traumatique. Bon, les causes de saignement spontané, ce n'est pas fréquent à cet âge-là. Et puis, si c'est un saignement traumatique, est-ce que c'est un trauma accidentel ou un trauma non accidentel? Donc, on peut avoir des causes des lésions non traumatiques. Bon, les taches mongoliques, ça c'est classique. Une anomalie veineuse, ça c'est moins fréquent, mais ça peut en imposer pour une lésion traumatique. Ici, on a un hématome sous-dural associé à une micropolygyrie. Là, on a un saignement méningé qui est dû à une rupture anévrismale, qui peut s'associer à des hémorragies rétiniennes d'ailleurs. Le saignement est différent, hein, il est arachnoïdien, il est cisternal, il n'est pas sous-dural. Ici, c'était un nouveau-né avec une thrombophlébite, donc ces grosses veines centrales, avec un saignement sous-dural. Ici, une malformation artério-veineuse, là, une cavernomateuse. Bon, ce sont des lésions qui sont différentes, hein, des lésions traumatiques. Et puis, on peut avoir cette lésion-ci chez un nourrisson qui a un épanchement sous-cutané, il n'y a pas de notion de trauma. Alors, comment est-ce que c'est survenu? En fait, c'est pas du tout traumatique. C'est un enfant qui est particulièrement joyeux, là, qui passe son temps à bouger comme ça, et ça fait un frottement contre la literie, et ça provoque ce qu'on appelle le crâne savonnette. Donc, ça n'est pas traumatique. Et puis, alors après, il va falloir diagnostiquer sur le saignement. Est-ce que c'est un saignement? Est-ce qu'il y a une cause médicale à ce saignement? Donc, maladie de Villebrand, hémophilie, déficit en vitamine K, thrombopénie. Donc ça, c'est des choses qu'on va dépister très facilement sur la biologie. Le syndrome de Wiskott-Aldrich, on va le voir au fond d'œil, c'est des anomalies rétiniennes. Et puis, les maladies métaboliques, on va les diagnostiquer sur le bilan. Et puis, maladie de Lobstein, prise d'aspirine, prise de Revatio, prise d'Everolimus, tout ça, c'est des choses qu'on connaît par le contexte. Donc, en urgence, il n'y a pas d'ambiguïté, on dépiste très facilement ce qui est, au-delà du doute raisonnable, une histoire de maltraitance. Donc, le diagnostic différentiel avec le trauma accidentel, je l'ai dit, ce sont des lésions qui sont différentes dans la maltraitance. Ce qui est caractéristique, c'est l'absence de signe d'impact. Dans le Silverman, c'est un enfant battu, on a des lésions une discordance entre l'âge de l'enfant et le mécanisme, entre le mécanisme et les lésions, entre l'âge des lésions et la date qu'on nous raconte, et puis des lésions d'âge différents. Donc l'anamnèse est importante également, soit il y a absence d'histoire traumatique, soit on a un récit qui va varier d'une fois à l'autre. Donc la gestion légale, c'est une obligation de signaler une suspicion de maltraitance, suivant l'article 434.3 du Code pénal, donc il n'y a plus de secret médical qui s'applique. Donc le rôle du médecin, c'est de faire le diagnostic, qui va débuter l'enquête médico-légale. On recueille les éléments médicaux au-delà d'un doute raisonnable, ça c'est l'expression anglo-saxonne. On signale au procureur en urgence, parce qu'il s'agit de protéger l'enfant et sa fratrie, soit d'autres enfants à la maison, soit chez la nourrice, quand ça survient chez la nourrice. Donc, ça va déclencher une enquête de police et un médecin légiste qui est mandaté par le procureur. Donc, il faut que ça aille vite entre assistance sociale, police, menottes, prison. Donc, c'est caricatural, mais il faut que ça soit rapide. Alors, la prise en charge des traumatismes crâniens en réanimation, en cas de contusion, de lésions encéphaliques diffuses, de big black brain. Les lésions encéphaliques diffuses, on va monitorer la pression. La technique de référence, c'est un capteur intracrânien, qui est un transducteur piézoélectrique qui va nous envoyer un signal qui va être décodé par le boîtier de lecture. Donc, c'est la technique de référence. C'est beaucoup plus pertinent que le Doppler, qui n'est qu'un reflet de l'hémodynamique qui est elle-même le reflet de la pression intracrânienne. C'est plus invasif, évidemment. Le monitoring, un des gros avantages, c'est que ça va limiter les besoins en imagerie. Et alors, jusque récemment, on avait des capteurs qui avaient des artefacts épouvantables. Maintenant, on a un capteur qui va entraîner des artefacts beaucoup plus acceptables. Et donc, on n'est plus obligé de choisir entre l'IRM et le capteur. Les valeurs de référence, on estime que c'est normal en dessous de 5 à 10 mm de mercure en position couchée. Ça devient inquiétant si on est au-delà de 20 mm de mercure en position de façon prolongée. Et il faut toujours tenir compte de la pression de perfusion cérébrale qui doit rester supérieure à 55. Donc ça, c'est un capteur qu'on met en place chez un nouveau-né. Donc c'est assez récent qu'on fasse mettre des capteurs chez les nourrissons. Parce qu'on se fiait à la palpation de la fontanelle, mais maintenant on sait que ça sous-estime la pression intracrânienne. Donc on pose en urgence le capteur, c'est un petit geste qui se fait au lit du patient en réanimation. On met en place le cathéter dans le parenchyme cérébral et
et ça va nous guider dans la prise en charge, notamment dans la sédation, mais également dans des fonctions lombaires. En tout cas, on n'a pas d'indication de craniotomie à cet âge-là. Et ça, c'est pour vous montrer, depuis quelques années, la mortalité dans les maltraitances qui est tombée à presque zéro depuis qu'on fait des monitorings invasifs de pression intracrânienne. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre la pression intracrânienne, contre l'HTIC? Il faut connaître la physiologie. Donc, je vous ai parlé des différents compartiments, cellulaires, interstitiels, liquidiens, vasculaires, avec les lésions. Le caillot, c'est on fait une craniotomie. L'œdème cytotoxique, ça peut justifier un volet décompressif, pas chez les nouveau-nés, mais chez les enfants plus grands. L'œdème vasogénique, on va le traiter par le mannitol, par le sérum salé hypertonique. Le compartiment liquidien, quand il y a un sous-dural, on va le ponctionner ou le drainer, ou s'il y a une pseudotumeur cérébrale, on va faire une ponction lombaire. Le compartiment vasculaire, c'est une vasodilatation artériolaire, éventuellement post-critique, donc il faut traiter les crises. La position assise, pour lutter contre l'hyperpression veineuse. Et donc, c'est vraiment en connaissant la pression intracrânienne qu'on va la traiter. Donc ça, vous voyez, ça c'est un exemple. J'ai remis l'exemple de la ponction lombaire qui a fait baisser franchement la pression intracrânienne. Et ça, c'est un autre exemple d'un enfant qui n'était pas en réa, avec sa fontanelle qui est complètement en creux après la ponction lombaire. Donc c'est vraiment un geste qui peut être salvateur. Le volet décompressif, les indications, c'est quand on a une HTIC incontrôlable. Le critère radiologique, c'est qu'on a des citernes périmésencéphaliques qui sont totalement occluses. Ça, c'est en préopératoire et ça, c'est en post-opératoire. On a notre citerne qui est revenue. Le délai, il ne faut pas attendre que le patient soit en coma dépassé. La mydriase, c'est déjà tardif et il ne faut pas attendre la mydriase. En fait, on voit quand la pression intracrânienne ne répond pas au traitement, quand elle reste à 30 et qu'elle continue de monter, on ne va pas attendre qu'elle soit à 50 ou à 60. Donc, le délai, on peut opérer à J0. Auparavant, on considérait que c'était excessif. En fait, on a quand même la plupart des patients opérés à J0 qui ont survécu. Et le devenir des patients, il y a une majorité de patients qui ont des séquelles, mais tous ceux qu'on a opérés, finalement, sont des patients qui seraient morts s'ils n'avaient pas été opérés. Et donc, on a quand même une bonne satisfaction avec beaucoup de patients qui vont bien, voire même très bien. Donc, la craniotomie, c'est une opération, une ouverture large du crâne et de la dure mère. Vous voyez, on a notre cerveau qui va jaillir ici, et on va faire une plastie de périoste parce qu'il va falloir refermer, éviter les fuites de liquide. Et puis, le volet, on le met sous la peau de l'abdomen et on va le remettre en place au bout d'une quinzaine de jours. Et puis, on voit ici ce bébé qui avait été opéré. Là, on est à 3 semaines, un bon 3 semaines de l'accident, et il est sorti de réanimation, il commence à marcher, il n'est pas encore tellement à l'aise sur ses pieds, mais vous voyez qu'il est sauvé. Donc le contexte médico-psychosocial, ça c'est pour symboliser des enfants qui sont prêts à faire des bêtises pendant que les adultes sont en train de regarder ailleurs. Il y a tous les intermédiaires entre la négligence et la maltraitance. Ça, c'est un enfant qui est tombé d'un trotteur, avec une chute de trotteur, c'est très banal, mais c'est vrai que ça fait mal. Chute d'escalier parce que le portillon n'était pas fermé. Écrasé par une porte blindée, qu'est-ce qu'elle faisait dans une maison en construction. Chute d'une bétonnière, qu'est-ce qu'il faisait sur une bétonnière? Chute d'un tracteur, même question. Celui-là était dans une voiture pas ceinturée. Celui-là était en train de travailler au champ avec son papa. Celui-là, il est passé par une fenêtre qui n'était pas fermée. Celui-là a été agressé par un chien. Ça, c'est un accident de chasse. Un bébé secoué, un bébé battu. Donc, c'est pour insister sur le fait que derrière un traumatisme crânien de l'enfant, que ce soit accidentel ou non accidentel, il y a très souvent un arrière-plan médico-social qu'il faut prendre en charge. Alors après, quel est le point commun entre ces 3 enfants? C'est le trotteur. Ce sont 3 accidents de trotteur. Vous voyez qu'un saignement quand même périmésencéphalique, pas négligeable, un hématome extradural qu'il a fallu opérer et une contusion en région centrale qui peut provoquer une paralysie et une hémiplégie et une épilepsie. Donc le trotteur, ça devrait être supprimé. Les comportements à risque, il faut y penser en particulier chez les adolescents, des conduites ordaliques, donc de prise de risque, avec le jeu de toast pas, et ça se termine en réa. Il faut chercher également un terrain psychiatrique, la dépression, la psychose. Il y en a qui sautent dans le vide parce que c'est des voix qui leur ont dit de le faire. La prise de toxiques. Et donc, ça nécessite une prise en charge psychosociale et voire psychiatrique. Qu'est-ce qui va déterminer le devenir de ces traumas crâniens? Ce sont les lésions, bien sûr. Donc, ça donne toute sa valeur à l'IRM, qui est vraiment un examen qui va montrer des lésions que le scanner peut sous-estimer, notamment les lésions céphaliques diffuses. Les critères, ça va être la durée de l'intubation, de la réanimation.
L'âge, alors le fait d'être plus jeune, c'est à double, voire même triple tranchant, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'aggravation rapide dû au choc hémodynamique, à l'état de mal, au Big Black Brain. D'un autre côté, on peut avoir une amélioration spectaculaire due à la neuroplasticité, et pourtant le devenir est incertain, notamment concernant les acquisitions sur le long terme. Il peut y avoir la neuroplasticité, comme on dit, le plastique, ce n'est pas forcément fantastique. Il peut y avoir une plasticité pathologique avec mise en place d'une épilepsie rebelle, de troubles du mouvement, hein, des dyskinésies volitionnelles, une spasticité, des problèmes neuro-orthopédiques. Donc l'âge, vous voyez que ça se décline de plusieurs façons. Et puis le contexte médico-social, ça va être un élément majeur du devenir. Donc en conclusion, les signes à ne pas manquer dans le trauma crânien bénin, l'élément phare, c'est l'aggravation secondaire, il ne faut pas manquer l'extradural. Dans le TC avec PC, il ne faut pas manquer la PC d'origine épileptique ou cardiaque qui provoque la chute avec le trauma crânien. Dans le trauma crânien d'aggravation secondaire, c'est l'hématome extradural jusqu'à preuve du contraire et c'est le scanner en priorité. Dans le trauma crânien pénétrant, l'élément phare, c'est la méningite. Il ne faut pas manquer la porte d'entrée qui peut être discrète, comme je vous l'ai dit. Le trauma chez le nourrisson, l'élément phare, c'est la maltraitance. Donc, l'enquête médico-sociale, elle est d'indication très large. Et chez le grand, l'élément phare, ce sont des traumas à haute énergie et il ne faut pas manquer le terrain psychologique ou psychiatrique. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez en trouver en ligne sur le site Arnerance. Et si vous êtes intéressé par le syndrome du bébé secoué, ne manquez pas de vous inscrire à la journée de l'association Les mots pour le dire, pour le 18 mars. Voilà, je vous remercie de votre attention